Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'interview à l'Axel. Donc vous le savez, le concept est simple. Je reçois régulièrement sur ce plateau des grandes personnalités de l'écosystème pour parler de l'impact du numérique sur la société en général, la transformation de la société avec et par le numérique. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Marc-François Mignot-Mahon. Marc-François, bonjour. Bonjour. Président de Galileo Global Education. Oui. Donc, ça fait déjà beaucoup de choses, plein de mots en 2 phrases. Donc, on va déjà commencer par qui est Galileo Global Education et juste après, qui est Marc-François Mignot-Mahon. Et puis, nous enchaînerons sur tout plein de questions sur l'écosystème numérique. Avec plaisir. Alors, c'est quoi Galileo Global Education ? Alors d'abord, c'est le leader mondial de l'enseignement supérieur. Ça veut dire qu'on a rassemblé sous une même bannière à peu près 105 universités et écoles de par le monde, dans 19 pays, sur 4 continents. C'est environ 45 000 collaborateurs, dont une trentaine de milliers de professeurs. Et puis vous allez avoir des écoles variées qui vont du business au sens large, c'est-à-dire marketing, communication, finance, management, jusqu'aux arts, en passant par la technologie et les sciences de la vie, la santé des hommes, des animaux et de la terre. Formation initiale ou formation continue ? Formation initiale, plutôt majoritairement, et un petit peu de formation continue, puisque la porosité entre les deux commence à arriver de plus en plus forte. Présente sur combien de continents ? 4 continents. Avec une surreprésentation peut-être en Europe ? En Europe. On est d'origine française et on est toujours une société française. Donc on va avoir à peu près un tiers de notre activité en France, 70% de notre activité en Europe, incluant la France, et évidemment le reste en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Et où ? Asie, Afrique, Amérique du Sud, pas les États-Unis ? On n'est pas aux États-Unis parce que l'enseignement supérieur aux États-Unis privé for profit a une mauvaise presse parce que dans début des années 2000, il y a eu probablement des machineries un peu complexes qui se sont développées, des sociétés assez grosses, et puis vous savez, avec la crise des subprimes, toute la question du retour sur investissement s'est posée. Des fois, on annule les dettes en plus. Et voilà, ça peut arriver. Mais donc, avec cette grande crise qui a secoué l'enseignement supérieur américain, l'enseignement supérieur privé et indépendant a quasiment disparu. Oui, parce qu'en même temps, pourtant, c'est très cher aux États-Unis, mais c'est pas forcément du privé. Alors non, c'est privé, mais c'est pas forcément ce qu'on appelle for profit. C'est du privé caritatif, majoritairement. Un concept moins connu chez nous. Oui, qui, je pense, n'est pas transposable d'ailleurs. Merci. Alors, je t'ai posé toutes ces questions sur la diversité géographique parce qu'on y reviendra. J'ai plein de questions à te poser sur justement avec cette vision que tu peux avoir de l'international par rapport à ce qui se passe chez nous. Les grandes ambitions et quelques chiffres clés peut-être de Galileo, parce que tu nous as donné les chiffres en termes d'école, nombre d'élèves ? Alors, on est proche de 300 000 parce qu'on vient de faire 2 acquisitions, enfin 3, dans les récentes semaines. Et on va tout finaliser d'ici à la fin de l'année, mais qui vont au Brésil, en Angleterre et au Mexique, qui vont effectivement encore accroître fortement notre présence dans ces pays. Donc 300 000 élèves, 4 continents. En termes de chiffre d'affaires, j'imagine que tu communiques sur le chiffre d'affaires ? On ne communique pas beaucoup sur les chiffres d'affaires parce que l'écosystème de l'enseignement supérieur est plutôt sur les missions que sur le chiffre d'affaires, mais les unités, c'est le milliard d'euros. Les milliards d'euros. Pour se rendre compte un peu de la taille de l'entreprise. Et alors, donc là, c'était un peu l'entreprise Galileo. C'est pas toi qui l'as créé, Galileo ? Alors, je ne l'ai pas créé au sens premier du terme parce que c'est une fusion entre Studialis, dont j'étais le président, et Galileo, il y a maintenant 8 ans. Et j'ai pris la tête des 2 entités. Donc Galileo, le mot en sens premier du terme, c'était la société qui était en face de nous lorsque nous avons fusionné. D'accord. Et alors, tu me disais en préparant cette interview qu'en fait, l'histoire est assez amusante, parce qu'aujourd'hui, c'est un très grand groupe, comme tu viens de l'évoquer, avec plein de métiers. Mais toi, à la base, les quelques écoles que tu avais recherchées au départ, c'était dans l'art. Alors, c'était dans la technologie et l'art, oui. Technologie et l'art. Ouais, parce que c'était mon parcours d'origine. On va y venir. Et donc, du coup, effectivement, moi, j'avais des écoles, mais qui n'étaient pas des processus qui étaient faits pour des entités économiques. Moi, j'avais créé une école, c'est pas d'éthique, parce qu'il fallait trouver un certain nombre, à l'époque,
de jeunes, on appelait ça d'ailleurs, la couverture de la première brochure de l'école, c'était un mouton à 5 pattes. Parce que comme on ne trouvait pas en 99, une école de l'Internet en 99, il y avait pas mal de gens qui me prenaient par le bras en disant « Vous avez un problème, je pense. Il n'y a pas de clients. Qu'est-ce que vous faites, etc. » Je dis ben, « Vous allez voir. » En fait, là, tu avais juste créé ton université interne. Tu avais besoin de ressources. Oui, moi j'avais un groupe d'électronique, j'avais un groupe qui était dans ce. Tu ne trouvais pas les bonnes ressources, tu l'as fait quoi. Voilà, exactement. Et après l'art, c'est par passion. Alors là, moi je viens, curieusement, on va y venir, mais je viens de ce monde-là, et effectivement, c'est une passion plutôt. C'est une passion, c'est toute ma vie, donc... À l'époque, c'était la danseuse du président, quoi. Non, non, vraiment, j'aime la production artistique, j'y ai concouru, ça a été un de mes métiers, donc le fait d'accompagner des artistes et des trajectoires artistiques, je trouvais sympa de l'enseigner, en fait, parce que les anglo-saxons sont très matures sur cet aspect-là, et nous, on l'est moins. Donc c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Avant de finir, juste sur la présentation globale de Quai Galileo, parce qu'on y reviendra assez peu en fait après, quelques noms d'écoles qui peuvent peut-être parler aux gens qui nous regardent. Donc dans l'art, bon, il y en a une très connue en France, et puis à l'international, il y en a quelques-unes. Alors, en France, on va parler autres, dans le domaine artistique des cours Florent, du Conservatoire libre du cinéma français, mais on va aussi avoir dans le design des écoles magnifiques comme Strat, ou alors cette merveilleuse école de design graphique qui est Penningen. Oui. Donc voilà, on va avoir l'atelier de Sèvres, on va avoir dans la mode l'atelier Chardon-Savart en France. Donc ça, c'est vraiment des perles, hein, parce que on oublie qu'on est le pays, on est un pays monde au niveau de la création artistique. Hein. Mais alors pardon, je t'arrête juste une seconde là-dessus, parce que tu as dit tout à l'heure qu'aux États-Unis, le lucratif avait du mal. Là, tu viens de citer des écoles d'art, et l'art est souvent vu en France comme quelque chose qui doit être au-dessus des discussions lucratives. On arrive quand même à faire un business d'éducation dans ces métiers-là ? Oui, en fait, je pense que, vous savez, il y a trois grands principes. Hein. Il nous faut 3 minutes sans respirer, 3 jours sans boire et 3 semaines sans manger, grosso modo. Donc, ce sont les entreprises qui concourent à l'eau, à la nourriture et à la qualité de l'air. Donc, c'est quand même bizarre qu'on reproche, entre guillemets, à des entreprises de former, parce que c'est un besoin essentiel, certes, mais c'est normal qu'en plus on forme pour les entreprises. Donc, moi, ce débat-là, je n'ai pas toujours compris. Donc, il existe assez peu en dehors de... On est habitué dans les écoles de commerce, dans tout ça, mais là, on a toujours l'impression que c'est à part en France. Hein, Et bien justement, quand on regarde une université américaine ou une école américaine, on apprend aux jeunes artistes. Le talent s'inocule pas. Hein. Ce qu'on peut apprendre, c'est les compétences. Donc, on leur apprend à faire des claquettes, à danser, à vendre le programme de leur spectacle. On les apprend à se maquiller, à faire des interviews, à être une marque, à poser tout une ça existence. Fait partie du cursus. C'est partie du cursus. Pas chez nous. Pas chez nous. Et donc, ils ont bien compris, même quel que soit le statut de ceux qui enseignent, ils ont bien compris qu'un artiste avait des dimensions techniques et plus riches et plus complexes qui étaient nécessaires pour exister. Parce qu'ils savent que ça s'inscrit dans un écosystème économique, en fait. Et c'est une évidence. On n'est pas un artiste... Enfin, voilà, il faut... Et donc, toi, tu essayes d'amener un peu ça, doucement, mais sûrement. Oui, la professionnalisation, ses compétences. Si vous êtes un musicien, si vous êtes un acteur dramatique, si vous ne savez pas que vous existez dans l'écosystème, ça va être dur pour vous, votre carrière. Et on le voit aujourd'hui, d'ailleurs, avec le succès, puisqu'on revient au numérique, hein, au digital, rassurez-vous, on est sur le sujet. On le voit avec le succès de toutes ces plateformes, de tous ces programmes, des fois nouveaux, créés par des jeunes sur des chaînes YouTube, Twitch, TikTok, etc., où la compétence et le faire savoir est tout aussi importante que le contenu qu'ils amènent. Oui, mais c'est vraiment maintenant indissociable, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, la révolution digitale a amené une nécessité de compétences qui sont de 3 ordres. Les compétences de business, c'est-à-dire qu'il faut savoir se vendre, avoir une marque. Si vous ne comprenez pas que vous êtes une marque... alors, ils le comprennent spontanément, hein, ceux qui sont nés avec... Ceux qui sont nés dedans. Ceux qui sont nés dedans, ils le comprennent spontanément, parce que de toute façon, c'est une question de ranking, de classement, de nombre de vues. Ils regardent toujours leurs followers. Les followers, etc. Donc, on a vraiment l'habitude d'être en permanence sous le feu du résultat. C'est-à-dire qu'immédiatement et en temps réel, j'ai fait une vidéo, elle cartonne pas. Voilà, combien j'ai de vues, point barre. Donc, eux, ils sont en mode natif là-dedans. Mais la plupart des gens
qui se sont inscrits un peu plus tôt dans la vie artistique, c'est pas du tout natif. Et ils galèrent passablement. Donc déjà, premier élément, il faut, dans le digital, comprendre qu'on est une marque. Le deuxième, c'est comment on va faire de l'acquisition. Parce que c'est pas parce qu'on arrive à peu près à traiter correctement le fait qu'on soit une marque, qu'on ait des contenus. Il faut acquérir des followers, il faut acquérir des fans. Et donc ça, c'est une stratégie d'acquisition. Si vous n'y comprenez rien, vous avez beaucoup de mal à inscrire votre activité artistique dans un processus économique viable. Et puis ensuite, il faut pouvoir utiliser le médium digital. Parce que digital, ça ne veut rien dire. Il évolue, le médium. Voilà, c'est pour ça que je dis médium, parce que c'est pas... Un jour c'est Vine, un jour c'est TikTok, un jour c'est... Exactement. Donc ça, ce sont des médias, mais le médium, c'est le fait d'avoir une capacité, je dirais, presque sans limite d'expression et d'acquisition. Et donc, le médium digital, il se transmet, il se transcrit dans plein de canaux différents qui sont des médias et qui bougent tout le temps. Et donc, si vous n'avez pas compris ça, je crois que c'est compliqué d'être un artiste complet. Alors ça, c'était pour l'art, et juste une ou deux écoles peut-être connues dans les domaines plutôt business, plutôt digitaux, enfin, autres domaines d'activité. On va aller sur des écoles de commerce, une école qu'on souhaite voir devenir la compréhensive business school en Europe, c'est l'EM Lyon. D'accord. On va avoir... qui est déjà en France, je crois, vraiment très haut placé. C'est la 4e, je crois. C'est le top 4 voilà. Depuis toujours. Et puis, mais elle a un classement européen qui est exceptionnel parce que je pense que sa faculté est vraiment reconnue comme une des 10 meilleures en Europe. Hein, et vraiment, elle est classée mondialement. Et puis, vous allez avoir des choses comme Paris School of Business, c'est-à-dire des écoles grade de master, triple couronne, qui vont avoir une vocation très internationale, vu son nom. Et puis même, on va avoir des vocations plus professionnalisantes avec des écoles de commerce comme l'ESG, qui, elle, va récupérer toute une partie de jeunes qui sont pas forcément destinés à être des managers et qui, avec des masters, beaucoup d'alternance, vont avoir des carrières auxquelles ils n'étaient pas forcément prédestinés. Moi, je suis très fier de cet ascenseur social que représente le tissu de ces écoles de commerce plutôt que des écoles de management. Et franchement, la transformation qu'on peut avoir sur le destin de ces jeunes est une mission très riche, quoi. Alors, on va y revenir parce que ça me fait déjà penser à au moins 4 questions. Mais quand même, juste un petit peu avant, qui est Marc-François Mignon-Mahon ? Tu es arrivé, tu nous as raconté, voilà, fusion, etc. Mais toi, ton parcours ? Moi, en quelques mots, j'ai 3 minutes. J'ai commencé dans des choses très différentes, puisque j'étais plutôt dans la physique et l'électronique, donc moi j'étais vraiment dans la partie scientifique, voilà, avec un peu de recherche, et fondamentalement, je me destinais à essayer d'explorer les premières, le tout début de l'univers et dans sa constitution vraiment essentialiste, et puis j'ai eu la chance et l'éblouissante rencontre de gens comme Georges Duby à la fac. Je me suis intéressé à l'histoire et à des choses comme ça. Et ça m'a permis probablement d'être un peu comme ça multidisciplinaire dès le départ. Et j'ai adoré d'ailleurs. Moi, je suis un pur produit de l'université et j'ai adoré l'expérience que j'ai eue à l'université. Donc, c'est pas moi qui vais la critiquer. Après, j'ai glissé parce que j'aimais fondamentalement la musique et l'audiovisuel. Et que j'ai eu la chance de l'électronique et la physique m'ont permis d'appréhender. Et il y avait une mutation. C'était dans les années où il y avait une transformation. Voilà, il y avait une transformation analogique digitale. Et pratiquement personne ne savait faire ça. Moi, comme j'ai fait le conservatoire de piano, il y a eu une espèce de convergence et je me suis lancé dans la production artistique, même si aussi curieux que ça puisse paraître aujourd'hui. En faisant de la physique, quoi. Parce que j'étais capable d'être dans les premiers... un piano et un ordinateur, quoi, finalement. Exactement. À l'époque, les premiers, ce qu'on appelle les sampleurs, etc. Les premières prises MIDI. Exactement. Et vraiment, c'était avec un fer à souder, quasiment. On faisait des consoles, on faisait de l'électronique avec ça, et on transformait ça en digital. Et on était les premiers, du coup, il y avait plein d'artistes un peu de partout qui venaient, qui disaient, ça m'intéresse, les sons que vous avez, étaient comme ça. J'étais vraiment môme, j'avais 16 ans. Hein, donc, le fait de faire comme ça des choses un peu nouvelles, cette innovation qui était un peu radicale, parce que, franchement... C'était le numérique de l'époque. Franchement, si vous vouliez des violons, il fallait un orchestre. Hein. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu à la fois la production du métier qui était impactée, parce que, évidemment, faire venir
10 violonistes pour avoir un son de violon pour une musique, ça veut dire que vous avez un gars qui écrit les partitions, que la musique est arrangée au sens d'un arrangement écrit, et que ça n'a rien à voir avec une exploration au studio avec un type qui joue sur un clavier des sons de violon. Et donc la transformation des modes de production a été quasi totale pour les musiques actuelles, mais au-delà de ça, la distribution s'est retrouvée impactée. Et donc on comprenait bien qu'il y avait des contenus, et que peu à peu, au-delà de la production et des modes de production, les modes de distribution de ces contenus étaient impactés par le digital. Donc on a vu arriver le fait qu'on pouvait raccourcir la médiation du « j'ai un producteur, une maison de disques, des gens qui distribuent des disques vinyles ou CD dans des magasins », toute cette chaîne qui était un peu immuable pour un artiste et qui l'obligeait à passer par des fourches codines de « je suis repéré, je suis produit, je suis distribué, je suis marketé, j'ai de la communication, j'ai un attaché de presse, etc. » Tous ces métiers qui étaient en pleine existence presque immutable dans les années 90 ont explosé en 10 ans. Oui, alors là, tu nous décris effectivement 15 ans d'évolution. Milieu des années 80, les prises MIDI, l'électronique et comment je fais de la musique avec moins de musiciens, etc. Et la prod d'abord. Et la fin des années 90, toute la distribution avec les MP3, etc. Voilà. Toi, tu as vécu toute cette transformation en tant que label, c'est ça? Alors, moi, j'ai fait de la production, puis après, j'étais patron de maison de disques, puis après, j'étais patron de la dernière multinationale indépendante. Mais donc, oui, j'ai vu la chaîne de valeur complètement impactée. Et d'ailleurs, j'ai quitté parce que j'étais pas sûr que mon industrie, j'avais beaucoup publié là-dessus, pas sûr que mon industrie comprenait parfaitement. Voire survivre. En fait, il faut se positionner à la chaîne de valeur. Quand vous avez une mutation du digital, il faut réfléchir à sa chaîne de valeur. Si vous pensez pas à votre chaîne de valeur, vous êtes cuit, en fait. Parce que vous êtes un dinosaure. Seul. Pardon ? Est-ce qu'on peut la penser seule quand on a une entreprise? Tu disais, tu étais une multinationale indépendante en France. Mais il y avait alors, les gros acteurs plutôt en Europe, mais il y avait quand même des tonnes de gros acteurs. À l'époque, ils se battaient contre les Napster et autres, plutôt que de voir ce qu'ils pourraient en faire. Est-ce qu'on peut se battre seul? Oui, parce qu'en fait, l'industrie musicale, on était quelques-uns à leur dire, alors c'est vrai que c'était early stage, hein, c'était 92, 94, on leur disait, mais attendez, vous voyez bien l'impact de la distribution digitale, ce que ça va avoir sur votre business. Aujourd'hui, vous êtes le régulateur du métier. Un artiste, il vient vous voir et vous faites la distribution. Et donc, vous êtes au centre du jeu. Mais si vous ne regardez pas ce que vous voulez être dans 10 ans ou dans 15 ans, je ne suis pas sûr que vous allez survivre de la même façon que ce que vous pensez. Ils ont survécu uniquement parce qu'ils ont le catalogue. Et donc, quand vous avez le catalogue des Beatles... C'est un stock, quoi. C'est un peu comme un assureur dans nos métiers, à l'Axel très représenté, par exemple, qui ont peut-être été un peu moins disruptés que les banquiers qui ont du flux, qui gèrent beaucoup de flux, parce que les assureurs, ils ont un énorme stock assurantiel qui fait que, voilà, on met plus de temps à changer le paquebot. Exactement. En fait, ils avaient un back catalogue et ça fait vivre. Et ça les a fait survivre à la mutation. Par contre, vous voyez, c'est un groupe comme celui d'Énergie a été créé très tardivement, dans fin des années 80. En 10 ans, sa capitalisation boursière représentait autant que celle du disque en France, alors que c'est pas possible de faire une radio musicale sans producteur musical. Donc, vous voyez, la chaîne de valeur, il faut savoir où on est placé, parce que en 10-15 ans... On a changé le curseur. On a dépassé le curseur. Donc, il y a eu le média, et ensuite, ils ont été extrêmement impactés parce qu'effectivement, Spotify, parce qu'effectivement, un certain nombre de distributeurs encore plus disruptifs. Ce qui est amusant, c'est que l'expérience que tu décris, que tu as vécue de l'intérieur, n'a pas tant servi que ça aux acteurs de l'hôtellerie avec Airbnb et Booking, qui après ont eu très mal quand même quelques années plus tard, parce que c'est venu plus tard, ou avec l'arrivée de Uber sur un monde très régulé aussi dans les voitures. Ça s'est arrivé très tôt, la musique a été un de ceux touchés les plus tôt. Oui, alors ça, la musique a été un de ceux touchés les plus tôt. Aujourd'hui, on va commencer à voir le cinéma arriver, parce que le cinéma, comme c'est un marché plus complexe, parce qu'en fait, produire un disque, c'est devenu abordable. Surtout que le médium disque n'est pas forcément le... Voilà, produire un disque, on appelle ça encore un disque, mais produire de la musique est devenu abordable. Produire un film,
ça reste encore quelque chose de plus complexe. Mais quand on voit quand même les séries, quand on voit l'impact, quand on voit aujourd'hui ce qu'on va appeler les youtubeurs, mais qui sont d'ailleurs Très professionnalisés maintenant. Ouais, très professionnalisés, mais presque plus des youtubeurs parce qu'ils sont sur d'autres médias. Mais pour le sake of common understanding, on va appeler ça youtubeur. En fait, là justement, la production commence à se banaliser en termes de moyens et de coûts. Et donc, un film et une distribution en salle reste encore quelque chose qui est complexe et qui est difficile à aborder pour un indépendant. Mais si on est hors salle, on peut faire beaucoup de choses. Si on est hors salle, on peut faire beaucoup de choses. Et le business hors salle, à mon avis, est presque plus important. Mais la disruption qui va arriver, c'est la disruption de l'IA générative. Il est très probable que sous 10 ans, allez, je vais faire 20 ans pour éviter de prendre des tomates, mais sous 10 ans, la moitié des films qui sortent n'aient pas vu un acteur. Donc là, on va avoir... Peut-être que tu restes sur 20, tu vas te prendre des tomates. Là. Oui, de toute façon, je vais prendre des tomates. Dans tous les cas de figure, celui qui s'avance trop vite ou qui s'avance trop fort... Peut-être pas un, t'es sévère, mais en tout cas, moins. Non, mais ça va être très important. Ça va être violent, quoi. La disruption, à la fois de la distrib, etc. Moi, chez moi, je suis un fan de tech, donc chez moi, j'ai de quoi regarder un film, et c'est pas des sommes extravagantes, et c'est incroyable. Tu veux dire quoi, pour faire un film, tu veux dire? Non, j'ai quoi regarder un film. La distribution aussi va être impactée, oui. donc parce que moi, je vais attraper un fichier numérique et je vais le projeter avec des vidéos numériques et des vidéoprojecteurs numériques laser, vous savez. Oui, bien sûr. Comme il y a dans les cinémas maintenant, de toute façon, il n'y a plus de pellicule, il y a plus de... Quand tu regardes derrière, ça ressemble à chez toi. Enfin, à un beau chez toi, un beau chez toi, mais un chez toi quand même. Bien sûr. Et donc, le 5 points ou 7 points, c'est hyper accessible. Et donc, on se retrouve avec des environnements de distribution qui vont pas toujours être en faveur, alors qu'il va falloir courir après des expériences en salle qui vont être... particulièrement... D'où l'expérience du pâté à 25 balles la place. En disant, mais c'est plus le même business. C'est un autre business. Vous ressortez en ville, quoi. Et d'ailleurs, c'est plutôt smart de dire, tiens, plutôt que de voir arriver une disruption et puis de faire Kodak, quoi, disparaître. Je fais un autre truc. Je fais une autre expérience. Là, il y a de la fumée, le siège qui bouge, le machin. Là, ça devient inaccessible à la maison. Mais il faut bien penser dans la chaîne de valeur où est-ce que je suis. Et donc là, je suis dans une expérience client que je lui offre et qui est différente et qu'il ne peut pas avoir chez lui. Parce que sinon, juste la grosse télé... Comment tu t'adaptes, toi, en tant que chef d'entreprise, quand tu me dis que dans 10 ans, pour que on garde les tomates, que dans 10 ans, il n'y a plus d'acteurs dans un film, mais tu as des écoles d'acting. Tu les formes au chômage? Alors, pas du tout. Je pense que, fondamentalement, déjà, l'actorat, par exemple, lorsque le monde de la distribution physique de produits musicaux, on va appeler ça des CD, a disparu, j'écrivais que, paradoxalement, il ne s'était jamais consommé autant de musique dans l'histoire de l'humanité. C'était ça, ce paradoxe qui confinait à l'oxymore, qui était de dire, les gars, jamais personne n'a autant consommé les produits que vous faites, et pour autant, dans la distribution, vous êtes en train de tirer la langue, quand même 40 trimestres de décroissance de suite. Continue, ça pique. Bon. Et là, maintenant, le vinyle revient d'ailleurs, parce que l'expérience... Mais très cher, c'est une autre chaîne de valeur. Voilà, c'est une autre chaîne de valeur. Là, ça devient un produit chic, etc., avec une expérience utilisateur, il y a les enceintes qui vont avec, il y a l'amplification qui va avec, etc. Et d'un seul coup, on voit, il s'est vendu... en prix, en valeur de vinyle, presque un tiers du marché de 1995. C'est inimaginable le retour de ça. En valeur, oui, pas en nombre, mais comme la valeur. En valeur, sauf qu'aujourd'hui, ça vaut 6 fois le prix, que la marge, parce que faire une galette, c'est pas plus cher qu'avant. Voire, enfin... Non. Voilà, c'est quand même, il y a de la qualité, parce qu'il faut effectivement... Il y a moins de producteurs aussi, enfin... Ça commence à revenir, C'est fou parce que des usines qu'on avait fermées, les gars commencent à vouloir les rouvrir. Vu, ils nous ferment les usines de DVD, là. Oui, mais bon, ça, le DVD, vu que le format n'est pas un bon format, c'est la compression, pourquoi ils sont morts ces formats? C'est parce que les formats de compression n'étaient pas les meilleurs, et donc, du coup, l'expérience utilisateur n'est pas bonne. Donc, le CD ne reviendra jamais. Mais le vinyle, le son est unique. Aujourd'hui, on n'a pas fait mieux en digital qu'une chaîne vinyle totale. D'accord. Quand elle est bien faite, oui. Quand elle est bien faite, bon diamant, c'est la variation électromagnétique avec un bon diamant. Et cette variation qui utilise vraiment du physique pour retranscrire la musique,
elle est plus proche de la façon dont la musique est ressentie par un être humain. Quand vous tapez sur une caisse claire, vous faites varier votre tympan avec la variation de l'air, eh bien, toute la chaîne du Alors, vinyle... le numérique ne court qu'après le reproduire. Exactement. Et elle est plus proche, physiquement, électroniquement, elle est plus proche de la réalité. C'est pour ça que la chaîne vinyle a une restitution sonore que le digital rame. Voilà, pour les puristes. Mais même pas pour les puristes, parce que y en a, les gens qui ont ça, ils disent « Waouh, j'ai l'impression d'avoir l'orchestre ». J'allais faire Jean-Claude Van Damme, le band. L'orchestre, et là, quoi, les gus, ils jouent dans ma piole, quoi. Alors, tu m'as pourri la moitié de mes questions que j'avais prévues après, mais je vais quand même essayer de reprendre. On ne dirait pas, j'ai préparé. Si, promis, j'ai plein de questions. Alors, allez, je me lance. Déjà, quand même, tu bosses dans l'éducation. Alors, j'ai quelques questions. Moi, c'est un peu aussi mon dada à l'Axel, d'essayer de parler de notre responsabilité là-dedans. L'éducation et le numérique. Tu as une culture digitale. Comment elle t'a aidé dans cette création et le développement de ce groupe d'éducation internationale? Puisque là, on a parlé quelques exemples, mais est-ce que cette culture et cette expérience que tu nous as citée par quelques exemples t'a aidé à faire croître Galiléo différemment d'autres groupes d'écoles? Si on part du principe que notre copie stratégie, c'était tout ce qui est la possibilité d'hybrider, donc hybrider les contenus, c'est-à-dire savoir que le digital, il n'y a pas de débat, il faut de la tech, du marketing, de la finance, on le sait quand on se lance dans un projet digital. Donc, lorsqu'on vient de cette culture-là, si on crée des écoles ou si on reprend des écoles, on sait qu'il faut les faire travailler ensemble. Je suis élève et ou professeur, parce que c'est finalement un monde concurrentiel. Tu cherches les meilleurs professeurs, tu cherches les meilleurs élèves. Est-ce que cette richesse de diversité d'écoles te permet de mettre à disposition, c'est un avantage concurrentiel, de dire, bah voilà, vous allez aussi accéder à des contenus d'art, etc., enfin, cross formation sur nos plateformes, parce que la plateforme fait vraiment est un de tes vecteurs de développement. Alors, c'est même le but du jeu. Aujourd'hui, on a fait un master, je prends un exemple, entre PSB et Cours Florent. Le master, PSB, c'est Paris School of Business et les Cours Florent. Donc là, on a une société qui a besoin de leadership, on est d'accord, hein, tout le monde comprend que... Mais il faut des soft skills aussi. Mais il faut des soft skills. Et on peut l'avoir avec un truc un peu dégradé, un gars qui dit « je vais vous apprendre à parler en public », ou vous avez le gars qui a formé Isabelle Adjani, qui est en face de vous. C'est pas pareil. Bah, c'est pas le même niveau d'exigence, et je peux vous dire que c'est pas le même manager. Le môme qui a appris à faire vraiment un master, quelle qu'elle soit sa spécialité qu'il a prise, et qu'il l'a fait avec l'acquisition de savoir, de comprendre que son corps est un outil de persuasion, qu'on pousse un argument, qu'on a des appuis, qu'on peut parler plus fort sans crier, qu'on peut se faire entendre de 50 personnes. Et c'est pas juste 2 heures de formation dans le cursus. Non. Est-ce que tu travailles avec les acteurs du business pour définir les formations nécessaires que tu vas créer demain pour qu'on ait, parce qu'on parle souvent à l'Axel du problème que tu évoquais toi à la fin des années 90, on ne trouve pas toujours nos compétences. C'est vrai qu'il y a quand même des gens qui n'ont pas d'emploi, mais des fois les compétences que nous recherchons, on ne les trouve pas. On a coutume de dire que la plupart des métiers de dans 10 ans, ils n'existent pas encore aujourd'hui, mais toi ton boulot, c'est d'anticiper. Donc comment tu fais? Est-ce que tu as une espèce d'advisory board un peu dans toutes les boîtes? C'est juste le flair? Alors, c'est l'ADN. En fait, la promesse qu'on fait à nos jeunes, c'est de dire, tu viens dans des écoles professionnalisantes pour avoir un job. Donc, si on n'a pas compris quels étaient les besoins des entreprises, on tape à côté. Donc, si notre promesse, c'est l'employabilité, c'est notre promesse exclusive, hein. Ce qu'on dit aux jeunes, c'est l'employabilité. Une employabilité durable, puisqu'on parle de savoir-devenir. Donc, tous nos cursus, toute la construction de notre offre, elle est basée sur les besoins des entreprises. Alors pas dans 10 ans, parce qu'en fait, d'abord, ce qu'on appelle les GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est pas une science exacte vu quand vous avez ChatGPT qui arrive. Hein, donc les mutations... Évidemment, ça n'a pas marché pour notre numerus clausus de médecin, en plus. On l'a pas bien appliqué. Voilà. Je pense que c'est un autre sujet, enfin, c'est pour d'autres raisons, mais effectivement, la planification marche pas toujours bien. Ça marche pas toujours bien. Et par ailleurs, quand on parle, voilà, quand on dit je vais faire des professions du droit et que vous avez ChatGPT qui arrive... Ça change la donne. Voilà. Analyste,
pas avec un Y, hein, celui qui travaillait dans les annales et qui refaisait. Ça devient un autre métier, en fait. Hein. Il s'agit de savoir faire des pompes maintenant. Donc, la GPEC, il faut en faire, mais ce n'est pas une science exacte, par définition, puisque les disruptions technologiques impactent la constitution des métiers presque tous les ans. L'OCDE nous dit une compétence, elle durait en 1980 30 ans, elle dure 18 mois. En 2024, je n'ai pas dit que l'OCDE avait tous les éléments pour pouvoir le dire, parce que je pense que ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'à boire et à manger dans les différentes compétences. Mais grosso modo, ça marque voilà. Pour dire fondamentalement que ça a changé. En fait, il faut apprendre aux gens à apprendre. Voilà, on est une espèce de flux. Les gens appellent ça le learning flow, le flux de données. En fait, il faut prendre en temps réel. Mais est-ce que tu t'inscris... Alors, pardon, je pose une question idiote, mais ce que tu viens de dire avec ce chiffre, c'est qu'on n'aura jamais fini d'apprendre. Non, ça c'est... donc, est-ce que ton groupe... Derrière nous, ça. Est-ce que ton groupe s'inscrit dans, entre guillemets, l'abonnement à vie à l'éducation? Je sors de chez toi, puis en fait, non, mais tu vas revenir dans 3-4 ans. On va y aller, on doit s'inscrire là-dedans, on y est par certains égards, mais... Je ne peux pas dire que ce soit aujourd'hui le cœur de notre métier. Ça viendra un jour, tu penses? On va aller vers ça? C'est une complète évidence. On le voit. L'abonnement à vie à l'éducation, quoi. Alors, dans tout ce qui est pur digital, c'est déjà ce qu'on fait. Et c'est 30% de notre activité. Mais le cœur historique, c'est-à-dire prendre des jeunes qui sortent de ce qu'on va appeler le K-12, c'est-à-dire l'école, en France, le baccalauréat, et de les amener en 2, 3, 5 ans, voire plus. À un métier. À un métier, ça nécessite encore de réunir des mômes, d'avoir quand même du savoir-être, d'être capable d'avoir la discipline, de venir à l'heure, en temps, de rendre des copies, de faire des travaux collectifs et individuels. Il y a un processus d'émancipation du cadre scolastique complètement, je dirais, accompagnant, qui est celui de l'école, vers quelque chose qui est beaucoup plus autonomisant, qui est celui de l'enseignement supérieur. Ce sas-là, il reste quelque chose d'indispensable. Mais pour tout ce qui est digital, par exemple dans le digital, 70% des gens que l'on forme sont en activité et ils veulent passer à autre chose. Ils veulent transformer leurs compétences. Mais nous, comme on est dans le certifiant et le diplômant, et qu'aujourd'hui, on ne fait que ça, hein, la diplomation et la certification sont encore issus de réflexes régulatoires qui sont très normés, cadrés sur l'initial, en fait, hein, c'est-à-dire je sors du bac et je fais un master. On n'a encore pas complètement badgisé le monde. Mais bientôt, on sera dans... J'ai une qualification Microsoft, j'ai une qualification Cisco, j'ai une qualification X ou Y, qui va permettre de dire, il y a la qualification diplômante et puis il y a la badgisation du monde de l'éducation qui, pour les gens qui sont en complète, je dirais, formation professionnelle tout au long de leur vie, ça va être très utile. Parce que pour se repérer en disant c'est quoi la qualif qu'il me faut, les grandes entreprises vont être hyper importantes pour badgiser la formation. Alors, il me reste 20 minutes pour les 2 autres pages de questions. Mais je vais quand même t'en poser une qui est un peu trop d'actualité par rapport à peut-être quand on va sortir. Mais ce matin est passée une news du ministère de l'Éducation comme quoi ils voulaient remettre leur nez dans toutes ces formations post-bac, Parcoursup, etc. Est-ce que le fait d'être justement un grand groupe, assis, avec des process, des structures, toi au contraire, tu accueilles plutôt favorablement ce genre de mesures, parce que tu dis, justement, on aimerait bien que tout le monde soit aussi propre que nous, ça nous coûte cher, ou tu te dis, peut-être l'État met son nez, ou il n'a pas déjà qui s'occupe de ses propres écoles, enfin, je ne sais pas, comment tu accueilles ce genre de... Non, exactement, comme tu le disais, tu as tout bien résumé, je vais que paraphraser, on peut être que, nous, on appelle la régulation de nos voeux. Et évidemment que prendre les années décisives d'apprentissage des jeunes... doit être une mission, même si c'est fait par une entreprise qui comme toute entreprise, doit se développer et croître, c'est d'abord et avant tout une mission. Donc, il faut s'assurer que cette mission soit faite avec un niveau de qualité... C'est pas que de la com, quoi. Moi, je pense que
Il n'y a pas beaucoup. C'est pas un endroit. On parle souvent dans l'enseignement supérieur. Il y a une sursensibilité. C'est pas un espace où naissent les margoulins parce que c'est très compliqué à construire une école. Mais malgré tout, il faut un projet pédagogique. Il faut la capacité de contrôle. Et partout en Europe, si vous allez en Angleterre, il y a l'Office for Students, j'appelle une régulation de une régulation partenariale qui n'est pas là pour punir, mais qui est là pour créer un écosystème de la qualité et qui permet de dire, écoute, franchement, tout ça c'est plutôt bien fait, et puis ça, il faut monter le niveau de jeu, il faut améliorer, et donc il faut permettre de labelliser et d'expliquer, rétablir la confiance si jamais elle a été perdue, pour que les familles disent, quand je m'inscris là, je sais que c'est... Je sais que c'est régulé, en fait, non, simplement, c'est régulé, c'est vu. Quand vous allez dans un bâtiment, il y a des gens qui sont passés pour vous dire la sécurité incendie est là. Et moi, j'appelle même de mes voeux que les acteurs, qu'ils soient publics et privés, payent, comme pour la sécurité incendie, hein, payent les organismes qui viennent de certification, labellisation, pour qu'il y ait plus d'inspecteurs, plus de régulation, parce que c'est normal. C'est sain, quoi. C'est sain. Oui, d'ailleurs, ceux qui nous regardent connaissent bien le baromètre de la confiance des Français dans le numérique, que l'Axel édite chaque année depuis maintenant 13 ans, je crois. Et on le voit bien à chaque fois, cette recherche de réassurance par des autorités de régulation, même si on veut être libre, on va aller partout, mais est-ce que je fais bien de choisir telle boutique, telle chose? Un label, souvent, c'est réclamé, parce qu'il y a quand même un foisonnement des offres. Tu le disais, on peut créer un film ou une musique facilement. Il y a un foisonnement des offres que permet le digital, et des fois, on veut un peu de réassurance. Alors, je bascule sur un sujet que tu as déjà évoqué, puisque tu as dit le gros mot à plusieurs reprises, ChatGPT. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, qui dit numérique, dit IA, c'est limite, on va pas renommer l'Axel en IA, on ira plus vite. Tout le monde nous met ce mot-là à toutes les sauces, mais quand même, dans le secteur de l'éducation, je vais te poser toutes mes questions d'un coup, parce que vu le temps qui est passé, globalement, c'est quels risques et opportunités tu vois dans ton secteur? Et les sous-questions qui vont avec ça, c'est est-ce que tu penses que les élèves, finalement, pourraient un jour se passer de toi et s'auto-former? Il y a tellement de tutos, de trucs. Finalement, j'ai pas besoin d'aller me payer une école, ça coûte cher. Est-ce que tes écoles pourraient se passer de professeurs? Si j'étais un peu taquin, en ce moment, on nous dit qu'il faut, dans la fonction publique, on cherche à réduire les budgets, peut-être dans le privé aussi. Et si ChatGPT, je lui fais un prompt et qu'il me fait un cours, bah pourquoi pas. Et est-ce que au global, on va avoir une meilleure diffusion du savoir, ce qui est quand même un de nos objectifs théoriquement, ou un risque d'entre-soi encore plus grand qu'aujourd'hui entre ceux qui savent se servir de ces outils d'intelligence artificielle et ceux qui vont les subir? Beaucoup de questions en une seule, mais je te laisse y aller maintenant. L'incroyable capacité de l'IA, c'est de permettre de personnaliser. Personnaliser et donc de rendre beaucoup plus accessible le savoir, parce que je vais présenter des exemples, des modes de progression qui sont adaptés à moi, l'individu. Mais dans tous les cas de figure, la personnalisation, ça c'est la promesse de l'intelligence artificielle, et d'être capable d'aller chercher pour quelqu'un qui a des origines X ou Y différentes du mainstream du cours qui parlait, je sais pas, d'une vague de peuplement indo-européen au IVe siècle, les invasions barbares de Rome. Eh bien, pof, si l'exemple peut venir de 2 ou 3 choses qui lui sont plus personnelles dans son parcours, eh bien, il va comprendre ce qui se passe infiniment plus que si c'est quelque chose dans lequel il est hermétique. Le fameux « nos ancêtres les Gaulois », qui est dans l'école et que tout le monde répète, et qui n'est pas forcément le cas, et c'est bien heureux d'ailleurs, d'une France beaucoup plus diverse. Et donc, si on est capable de dire nos ancêtres, eh bien, vos ancêtres, et d'expliquer pourquoi c'est devenu quelque chose, et donc de comprendre qu'on appartient à un collectif. Plus inclusif en prenant en compte chaque personne, quoi. Alors, d'abord, c'est plus inclusif, mais le fait d'être plus inclusif, surtout les neurosciences nous disent, il va mieux percuter l'exemple. Mais alors, tout comme aujourd'hui, finalement, beaucoup d'entre nous, malheureusement, n'achètent plus la presse parce qu'on trouve toutes les infos sur Google et autres qui les pompent joyeusement. Si demain, tous ces contenus que tu as travaillés, retravaillés, bah, il n'y a pas de mur infranchissable. Donc, on arrive, finalement, je pourrais retrouver chez ChatGPT ou consort, pour 20 $ par mois, me faire mon cours de business school adapté à moi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque intrinsèque à ton métier? Tu parlais de ton industrie musicale qui a été disruptée il y a 30 ans. Est-ce que là, tu n'as pas le même problème qui est en train d'arriver? Alors, la disruption de l'industrie, elle va arriver, ça... Non, mais avec l'AI, là, hein, j'étais vraiment sur le sujet. Bien sûr. Hein. Ça, elle arrive big time en termes de disruption. Mais tu l'as dit toi-même dans ta phrase, on peut
allez sur Google, mais si les gens vont attaquer le Capitole, c'est parce qu'ils sont persuadés qu'il n'existe pas de démocrate. Parce que le communautarisme, la consommation algorithmique des médias, la fake news, partagée dans une communauté très... Ils sont persuadés qu'il n'y a personne qui est démocrate autour d'eux, parce qu'ils n'ont pas de démocrate autour d'eux. Notre job, et c'est pour ça que les écoles ont un avenir absolument décisif et qu'elles seront là dans 30 ans, les universités et les écoles sont le lieu, comme un média, probablement plus digitalisé, c'est évident. Probablement que les tests, les assessments, l'auto-évaluation, les exemples seront personnalisés et produits par des IA. C'est une évidence aussi. N'en déplaise aux tenants du non-progrès, là, ça va arriver et ceux qui ne prennent pas la vague, ils vont se faire submerger. Mais l'endroit de dire, ça, c'est une vraie formation, ça, c'est quelque chose qui est neutralisé d'une, je dirais, volonté d'endoctrinement, d'une volonté politique, d'une volonté... Là, vous êtes ici pour apprendre. Vous êtes ici dans un processus universel, laïque, capable de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et avec la garantie que ce qui est enseigné est vrai, ça ne peut pas se faire par une IA seule. Donc, qu'est-ce que la vérité? Et le savoir... Oui, non mais vrai, c'est quelque chose qui est normativement considéré comme factuel. Et on a quand même la Donc on revient à la notion de régulation. On aura d'autant plus besoin de dire... Ça, c'est bon, ça, c'est... Exactement. C'est-à-dire que si, après, chacun va utiliser la capacité de faire des cours pour soit prôner quelque chose, et bien là, la République doit dire non, vous êtes gentil, mais fondamentalement, c'est autre chose. Alors, dites-le. Vous avez parfaitement le droit de faire une école qui a une vocation politique ou sociétale engagée, mais on sait que c'est un journal d'opinion. C'est affiché. Il y a le journal d'information et le journal d'opinion. Donc, c'est ce qu'on achète. On sait ce qu'on achète, et ça doit être dit. Et donc, et puis réunir des jeunes, là on parle de après le bac, ensemble, pour travailler, que le professeur devienne l'animateur d'une communauté d'apprenants. C'est probablement la grande mutation de la fonction de professeur dans les décennies qui viennent. Mais alors par contre, pour finir sur ton domaine, est-ce que tes écoles pourraient se passer de professeurs ? À part les 2 premières années où on dit on sacralise le poste, voilà, on sort du bac, il faut à un moment voir des gens, mais est-ce qu'à un moment, il y a des cursus entiers où tu pourrais dire je me débrouille avec l'IA et avec des avatars qui vont aller faire, je reprends ton exemple des artistes, dans 10 ans, des films sans acteurs. Bon, bah, si c'est des cours quand même sur du digital... Et sans scénariste. On pourra faire des cours sans professeur, on ne pourra pas faire d'enseignement sans professeur. Mais encore une fois, le professeur sera peut-être un animateur d'une communauté. Les rôles et les missions vont évoluer. C'est mon savoir que je transmets, ça, dans certains pans ou niches, ça va disparaître. Parce que, mais ça veut dire que le professeur sait ce que veut dire apprendre, parce que lui-même, il a appris à apprendre, et donc, il va essayer, mesurer, accompagner, faire en sorte que justement les gens se parlent, travaillent, il y a un hackathon, il y ait un travail collectif, il y ait un rendu... les anglo-saxons font ça très bien. Quand on va chez Berkeley Extension, on voit des profs qui disent tu fais un groupe avec lui, lui, lui et lui, vous rendez un travail, etc. Il va être plutôt le gars qui va manager le groupe en disant attendez, il y en a qui ont bossé, il y en a qui n'ont pas bossé, etc. Plutôt que, parce que évidemment, les gamins, en temps réel, ils vont avoir accès à la production du nombre de barils de pétrole en Ukraine. Ils disent, bah, ça dépend d'hier ou d'avant-hier, en fait. Donc, en fait, l'apprendre en savoir top-down, assis sur une chaise et écouter un prof, ça, par contre, ça n'a aucun sens pour un jeune de 15 ans ou 18 ans. Trouver l'info, quoi. Oui, alors on va d'abord lui expliquer comment il la trouve quand il n'est pas capable, c'est très important, comment il peut l'intégrer, comment il peut mesurer qu'elle est juste ou pas juste. Mais franchement, l'apprendre par cœur, même moi aujourd'hui, quand il y a un gars qui me disait, chut. Juste pour finir sur le sujet d'avant des professeurs, qui est un sujet qui m'est cher, tu l'as dit finalement, l'industrie se transforme, comme toi tu as vécu d'autres industries transformées avant. Il faut le voir, il faut anticiper sa chaîne de valeur, ça c'est ton rôle. Par contre, dans tes, combien tu m'as dit, 30 000 professeurs, est-ce que c'est aussi ton rôle de les aider à se transformer? Est-ce que tu as des écoles de formation de tes professeurs ou est-ce que finalement, ceux qui se forment, et puis sinon tu recrutes des nouveaux? Alors, c'est plus complexe que ça, parce qu'en fait, c'est toujours pareil, il y a une partie de la population qui est plus avancée que même nous-mêmes, on le voit aujourd'hui dans nos pratiques,
il y a une partie qui est totalement réfractaire, et puis il y a toutes les nuances de gris au milieu. Donc, c'est aussi un choix individuel. Et il y a des gens qui sont plus rétifs, puis il y a des gens qui poussent. Donc, en fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est prendre ceux qui sont très innovants et qui poussent pour capillariser les best practices auprès de tous ceux qui sont plus ou moins réceptifs. Ceux qui sont totalement réfractaires, bien, ils sont, tant mieux pour eux, parfois dans des endroits où il y a moins besoin de cette innovation et puis elle est moins impactante, parce que ça dépend aussi. Oui, bien sûr. On a parlé de ça Si- d'école. Bon. Et si on parle d'une école de tech, si tu es réfractaire, c'est compliqué. Ouais. C'est pour faire du champ, peut-être, pour l'instant, ça va encore. Voilà, exactement. Si on peut être dans des processus de ce type-là, voilà, exactement, c'est ça, tu as très bien résumé. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'adhésion de l'individu par rapport à ça. La peur est mauvaise conseillère. Et c'est ce qu'on essaye de faire, mais qui n'est pas simple, parce que c'est la première des choses. Faire des propositions de valeur, on en fait, ça, c'est pas évident. C'est évident que c'est notre fonction de première. On fait des propositions de valeur, on montre, on forme, on propose, etc. Mais la réception par l'individu de la façon dont il voit lui-même les changements et sa capacité, et sa plastique à évoluer, c'est très personnel, en fait. Et donc, il n'y a pas de règle là-dessus. T'as un peu les mêmes problèmes que l'éducation nationale, quoi. C'est pas une question de problème, en fait. Non, quand je dis problème, c'est un vrai sujet. On se transforme, le monde se transforme, et ceux qui forment nos enfants, il faut aussi qu'ils se transforment. Tu viens de le dire, il n'y a pas le choix. Donc, la chose, c'est de leur dire, c'est positif. En fait, tu vas devenir un acteur encore plus important dans la chaîne de valeur si tu prends la transformation plutôt que de transmettre purement un savoir qui lui-même est obsolète, parce que n'importe quel assistant personnel, l'assistant digital, lui a l'information en temps réel, en fait. Très bien. Alors, deux, trois autres questions juste avant qu'on termine. Un rapport récent que tu as forcément entendu dit tout haut ce qu'on nous tous, on se disait tout bas depuis longtemps, c'est que nos enfants, les super millénials, sont super doués sur TikTok, Insta, ils nous foutent des claques, mais alors absolument nuls en outils numériques qu'on utilise nous dans l'entreprise. Il y a un rapport qui a été fait de manière un peu plus avec des KPI, alors que nous c'était un ressenti. Enfin, ils savent pas ouvrir un traitement de texte, enregistrer un fichier, et alors ne parlons pas d'envoyer un mail. De toute façon, c'est pas un outil qu'ils utilisent, c'est pas natif pour eux le mail, c'est compliqué. Est-ce que c'est un vrai souci ou finalement c'est un peu comme si on disait il y a 30 ans, oh le jeune il sait pas utiliser un fax, bon, on s'en fout, le fax a disparu. Est-ce que l'entreprise va pas finalement demain communiquer sur Insta? Voilà, donc je te pose toutes les questions d'un coup dans le même domaine vu l'heure. La deuxième question qui va avec, c'est quelle est notre part de responsabilité dans cette situation, puisque nous on était quand même plutôt geek en fait. Toi comme moi on en a parlé en déjeunant, on ouvrait nos PC, on regardait quand c'était dedans, mais est-ce qu'on a vraiment appris ça à nos gamins? Et puis alors la dernière, c'est à force de simplifier à l'extrême, de dire no code, prends un iPhone, il fait tout pour toi, etc. Est-ce qu'on n'a pas rendu les gens un peu idiots, quoi? Alors, je pense que... 3 questions. Hein. Ouais, je pense que, pour le dire de manière très polie et très... on a merdé. On a merdé vraiment. C'était compliqué de faire de la tech. C'était affreusement compliqué de faire de la tech il y a 20, 30, 40 ans. Affreusement compliqué. 91, mon premier... il fallait 3 jours pour foutre un navigateur. Et le mec qui faisait le SAV, c'était Tim Berners-Lee. Et sans déconner, c'était vraiment Tim Berners-Lee qui avait au téléphone. Bon. C'était Gopher à l'époque. Donc, ça permettait d'envisager ce que tu faisais avec, parce que quand tu comprends rien des sous-jacents d'une technologie, tu deviens vraiment passif. Et tu crées quasiment de l'angoisse, en fait. Parce que tu sais rien faire quand ça se coupe. Donc là, franchement, il est absolument indispensable. L'entreprise, les enseignants, tous ceux qui ont la charge du collectif, en fait. Parce qu'en fait, quand on est entrepreneur et qu'on a une boîte, on est en charge d'un collectif. Une organisation humaine, on doit se remettre dans la tête que la consommation, sans aucune maîtrise, sans aucune compréhension des sous-jacents techniques et technologiques, elle est calamiteuse. Elle fait vraiment, des gens qui croient vraiment qu'il n'y a pas de démocrates et qui prennent un flingue et qui vont au Capitole. Alors ça, c'est sûr que là, il y a un vrai danger. Je ne parlais pas de danger avant, là, il y a un vrai danger. Plus il y a un paradoxe, plus il y a de tech d'usage, et moins il y a de compréhension de ce qu'est la tech, plus on fait
en plus, on a une capacité manipulatoire Puis on est ultra dépendant, on sait rien faire. Enfin, voilà, le truc nous dit taper à gauche, on tape à gauche, quoi. hyper. Et donc, la dépendance à Big Brother, si on reprend des références à la noix, enfin, pas à la noix, Non, mais elle un parle. peu datée. Non, elle parle. Là, moi, je trouve ça strange que le gars qui va faire je sais même pas quelle est sa mission à Donald Trump, qu'il a confié à Elon Musk, mais attaquer l'administration publique sous l'angle de boîtes digitales, pures digitales, qui sont elles-mêmes disruptives, alors qu'au contraire, les boîtes disruptives devraient se retrouver confrontées à l'administration publique pour dire quelle régulation, pourquoi. Parce que c'est dans le qu'est-ce que veut conflit que citoyen. naît finalement la ligne médiane, quoi. Mais c'est exactement ce qui se joue. Donc là, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qu'on voit dans l'actu. Qu'est-ce qu'on veut sociétalement ? Une société qui est capable encore de dire collectivement quel est l'usage d'une technologie, parce que je comprends à peu près comment ça marche, ou est-ce qu'on va laisser au gars qui fait la tech le soin de définir sa norme quelle est la norme auquel il doit se plier. Là, la réponse est dans la question, dans la façon de le poser. Ouais, mais d'accord, pour nous Européens, et spécifiquement Français dans notre modèle un peu universaliste et droit de l'homiste, auquel je pense qu'on est super attaché, et qui n'est pas forcément le meilleur, même si on n'est pas à donner des leçons à tout le monde, on a quand même ce truc-là un peu chevillé au corps. Là, on voit des choses, et puis on voit des choses dans des gens qui sont beaucoup plus puissants que nous. Hein. Donc là, donc oui, le fait de ne pas comprendre ce qui se passe lorsque je prends mon téléphone et de ne pas comprendre ce que c'est qu'une consommation algorithmique des médias, de ne pas comprendre que quand on te balance une vidéo de chien et que tu la regardes, il y a très forte chance que tu aies une autre vidéo de chien 3 minutes après, et qu'ensuite, quand on a vu 3, on va te balancer des vidéos de chien, j'ai pris un truc neutre, hein, et que tu vas en voir 3000. Et que tu crois que les chiens n'existent plus, et que tu crois que des chiens. Voilà, et que tu te dis, bah écoute, tout le monde adore les vidéos de chiens. Bon, ça, si tu comprends pas le minimum, je pense que là, on va vers la capacité de certains d'avoir un impact sur le monde, et donc la vie globale et son évolution, je dirais la vie sociale hein, et sociétale, là, qui est flippant. Donc tu réponds à la question sur le fait que c'est un souci, tu réponds à la question sur le fait qu'on est un peu responsable. On est totalement responsable. Les gens de notre génération, on a joué avec ces trucs de l'intérieur, on n'a pas été capable de former nos gamins. Et quand nos gamins disaient non, c'est des trucs de vieux, tu nous fais chier avec ouvrir une bécane, on a dit vas-y, regarde et reste à tripoter ton Twilio. Bon, ok, super. Twilio, c'est pas Twitch. Twilio, c'est un multicanal qui permet de faire du push sur le multicanal. Et donc qui permet. Il y en a pas un qui sait ce que c'est un processeur. Voilà, ouais, bon, voilà, c'était un peu tech comme mot, mais fondamentalement, le processus qui nous amène à complètement séparer l'usage de comment c'est fait est hyper dangereux pour donner le pouvoir à celui qui fait. En même temps, je pense aux gens qui nous écoutent à l'Axel, souvent, les gens qui viennent témoigner te disent c'est l'UX, faut faire plus simple, faut faire plus simple. Dans le monde bancaire et financier, tu le sais, qui m'anime beaucoup, on voit une dichotomie finalement maintenant entre les acteurs institutionnels installés, où il y a 27 pages de documents à signer pour ouvrir un compte, et où finalement tous les nouveaux entrants essayent de te dire mais non, c'est rien, c'est 3 cases à cocher. Et évidemment, tu préfères 3 cases à cocher. Mais tu vois pas que c'est compliqué, ce que tu vas jouer après quand tu joues du Bitcoin ou quand tu joues un produit dérivé, tu n'as pas compris que c'était compliqué. Et des fois, à l'extrême, on te fait signer 27 pages dans une banque pour un livret. Bon, c'est pas toujours très simple, mais c'est dur pour eux de comprendre, puisqu'en fait, nos clients demandent plus de simplicité. Donc, il faut des écoles, il faut des enseignements, il faut des formations professionnelles, donc il faut des moments où on dit stop, on s'arrête, on n'est pas dans l'usage pur. Et on comprend. Et on explique, et on forme, et il ne faut pas le laisser uniquement en disant tiens, c'est la fac qui est en charge de ça, et puis point final, et elle fait des citoyens, parce que ce n'est pas juste les sciences sociales qui doivent nous aider à penser, on doit amener ça dans le cadre de la pratique de nos organisations. On doit réserver un temps minimum dans nos organisations à ce que les gens maîtrisent la technologie qu'ils pratiquent. On ne peut pas faire une formation à l'IA seulement par des... On va juste expliquer 3 concepts au départ, quand on fait, et former les gens pour qu'ils aient... C'est pas ultra dépendant, on s'arrête, c'est quoi un firewall? Alors, bon, tout le monde a des firewalls, et puis dit, ah ben non, quand tu m'envoies un mail, machin...
Et si le firewall bloque, on sait rien, il n'y a même pas de compréhension de l'idée de ce que c'est, ça bloque pour ta sécurité. Et donc, les gens vont envoyer 2 millions d'euros, des gens qui ont fait des études, qui sont smart, vont envoyer 2 millions d'euros sur un compte, parce que le président leur a usurpé l'identité dans un phishing, et a dit au directeur financier, vas-y, paye 2 millions d'euros. Mais tout le monde est de bonne volonté. Il n'y a plus le cerveau qui tourne. Donc, mais fondamentalement... Alors, pardon de poser cette question dystopique, mais bon, il est tard. Il n'est pas trop tard quand on voit que justement c'est Elon Musk maintenant qui va faire ce qu'il va faire. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas passé un cap justement? Alors, on a passé un cap, c'est clair, net et précis, lorsque la première puissance économique du monde fait un truc aussi... Et première puissance techno. Enfin, je veux dire, évidemment. La tech, elle est là-bas, quoi. Tout, voilà. On a forcément passé un cap. Et là, on parlait des gens qui ont une puissance souveraine supérieure à des États. On est bien d'accord. Bon. Mais ça peut que nous faire réfléchir, et ça peut que nous renvoyer, et c'est ce qu'on fait dans ces dialogues, à la responsabilité qu'on a de dire, tu sais, on fait un petit peu. Hein. Enfin, Foucault disait, la micro-résistance, et des phalanstères à la Foucault, c'est résister à 12, à 15, à 20, à 30, donc dans vos boîtes, dans nos boîtes, notamment nous, dans nos boîtes très tech, et l'Axel est le chantre de sociétés technologiques. Y consacrer un tout petit peu de temps, rendre les gens un peu plus sachants et un peu plus capables de discerner. Toujours pareil, hein, pourquoi on leur dit de cliquer à gauche ou à droite et qu'est-ce que ça fait et pourquoi c'est comme ça. En fait, juste le fait de le comprendre, même, je dirais, vaguement, de l'intuiter et d'en avoir les moyens, est suffisant pour conserver un peu de libre arbitre et pas se retrouver dans 20 ou 30 ans en disant mais un gars peut arrêter toutes les bagnoles d'un seul coup sans que personne n'ait jamais compris pourquoi et comment. Quoi. Toutes les bagnoles, tous les paiements, tous les satellites et Internet. Ouais. Ça va assez vite. Alors, j'aurais 1000 questions à te poser, mais la dernière, promis, parce que je sais que tu dois y aller. Et tu m'as tendu une tellement grande perche, parce que je te parlais de la responsabilité qu'on a tous. On vient de parler des réseaux sociaux. Tu as des écoles d'art dans ton portefeuille et on sait que le sujet MeToo a été particulièrement d'actualité ces dernières années, y compris avec des gens qu'on peut aimer voir au cinéma, mais qui malheureusement ont fait des bêtises. Par ailleurs, avec les différents conflits, en particulier au Proche-Orient, le débat politique s'est à nouveau invité au cœur de la vie des étudiants, et j'imagine que pas que à Sciences Po, y compris peut-être dans tes formations. Donc j'aurais plein de questions à te poser sur le sujet, mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui touche au numérique. Alors, je vais me concentrer sur les réseaux sociaux, justement. Il y a la vie dans tes écoles. Là, tu peux contrôler, je sais, on en a parlé, tu as des règles très strictes, quelqu'un qui sort du cadre en classe, c'est très clair, etc. Mais il y a la vie qui est sur le côté des écoles. Ils se font tous des groupes WhatsApp, ils se font des groupes Insta, ils se font des groupes TikTok où ils se disent des choses. Quand tu as une activité qui est sur les réseaux sociaux de tes élèves et qu'il y a des choses qui débordent, soit sur le respect de la personne humaine, sur le respect de la diversité, sur le respect de l'inclusion, sur ce que certains vont appeler wokisme et ce que d'autres vont appeler ma liberté, sur ce qui peut se passer en Ukraine ou à Gaza, est-ce que tu considères que, en tant qu'acteur privé, là tu n'es pas dans la sphère publique, c'est aussi ton rôle de dire à tes directions d'école, vous sévissez, vous laissez pas faire, ou bah, ça sort de la sphère de l'école, ça s'est passé sur un réseau? Il peut y avoir une foultitude de situations et de cas dans ce que tu oui, c'est pas blanc et noir, j'imagine. Oui, il peut y avoir une foultitude de cas, et ça peut recouper des choses qui sont vraiment pas du ressort de l'école, et puis ça peut recouper des choses qui sont du ressort de l'école. Alors, le harcèlement, je trouve que ça ressort plus du cadre de l'école, puis il y a du harcèlement dans l'enseignement supérieur, et qui parfois conduit à des choses dramatiques, et c'est vraiment pas drôle, et c'est très... franchement, on n'en parle pas juste parce que c'est sympa de faire, de faire du consensus en disant « Ah, c'est dur le harcèlement ». Non, il y a des gens qui ont des vrais problèmes. Des gens qui en meurent, et ça arrive... et c'est super douloureux. Donc le truc, c'est que voilà, quand on est vers des choses comme ça, je pense que c'est la responsabilité de l'école d'essayer de faire au maximum de la pédagogie. Et après, il y a des choses qui se font. Est-ce que tu as des bons outils, législatifs qui t'autorisent à le faire? Parce que moi, je vois par exemple, en tant que père, j'ai reçu hier un message de la directrice d'école, mais qui a un collège public, qui dit on a vu que les enfants avaient fait une chaîne entre eux, etc. C'est inadmissible, attention, il y a des choses qui se disent sur des élèves, c'est du harcèlement. Et ils nous disent à nous de faire la police auprès de nos enfants parce qu'eux ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit de faire fermer la chose. Est-ce que tu as les bons outils? Mais enfin, on n'a pas, personne n'a les outils parce que par définition, la liberté d'entreprendre fait qu'on ne va pas faire fermer Insta. Non, mais, donc, mais dire à un élève, vous n'avez pas le droit de faire ça dans votre chaîne privée entre élèves, est-ce qu'on peut ou pas, en fait, finalement, aujourd'hui? En fait, on a les outils pour le faire. On ne peut pas les avoir. Ontologiquement, on n'aura jamais les outils pour le faire. C'est plutôt une question d'éducation et de dialogue qu'autre chose. Il faut prendre les gens et dire, attends, est-ce que là, c'est facile derrière ta bécane, et maintenant, il est là.
Donc, le rôle d'un pédagogue dans ces questions de harcèlement, parce que ce sont celles qui sont pour moi les plus graves et les plus dures, le harcèlement prend plein de formes sur la partie du justice, il peut être pernicieux. Mais le fait d'en dialoguer, d'en parler, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait d'avoir une maîtrise de ce que ça veut dire, c'est derrière sa bécane, on ne se rend même pas compte de la violence que l'autre peut subir. Bon. Et on ne se rend pas forcément compte que ça conduit à des choses dramatiques et ce communautarisme peut conduire à Samuel Paty ou à des choses comme ça. C'est des trucs fous, en fait. Parce que, en fait, finalement, à force de dire sus à X ou Y pour telle ou telle raison, eh bien... il y en a qui prennent. Eh bien, il y en a qui prennent au pied de la lettre. Et c'est pas d'ailleurs que je stigmatise personne, parce qu'en fait, c'est dans tous les sens. Dans plein de sujets, ça peut être un truc d'orientation sexuelle, ça peut être un truc religieux, ça peut être un truc sociétal, ça peut être juste une jalousie, ça peut être n'importe quoi. Donc, la vraie question, c'est que il faut l'exprimer. Là encore une fois, il faut dire attendez, les gars, il y a une vraie vie. Et dans les boîtes, on devrait le faire. On n'a pas de responsabilité juridique parce qu'on ne peut pas agir sur les réseaux sociaux. Ils existent, c'est une donnée et ils font ce qu'ils veulent. On ne peut pas agir, on peut pas être derrière quelqu'un pour dire... Tout ce qu'on peut faire, par contre, c'est de dire quand on en a connaissance, on pose les gens, parce qu'on est un lieu où il y a des gens, l'entreprise, où on est une communauté, et on pose les gens, on dit, attendez, mais vous faites quoi, les gars? Le bashing de Morissette à la cafette, c'est pas cool. Donc là, par contre, on ferme pas les yeux. C'est-à-dire qu'on dit pas, tiens, voilà, et ça n'existe pas. Les comportements impossibles... C'est du cas par cas. Voilà, c'est du cas par cas. Les comportements impossibles que maintenant on laisse plus faire, et encore heureux, tu citais ça dans le monde de l'art, mais il y en a... Après, on dit, ah, c'est un artiste, il a le droit. Non, mais non, zéro. Personne on oublie, quoi. Personne n'a le droit. Y a la prédation, c'est les années 80, quand on chassait le faisan avec des vestes à coudière. C'est fini. C'est terminé en Sologne. Ça, je crois savoir que tu es zéro tolérance dans ton groupe. Non, zéro tolérance, en fait. Les hommes, les femmes, chacun fait à la libre disposition de ce qu'il est, et on est tous libres, égaux en droit. Donc maintenant, ça va, c'était il y a 240 ans pratiquement. Maintenant, stop, on l'applique. Donc les gens font ce qu'ils veulent, ils ont le droit à l'indifférence. Mais quand on voit que les réseaux sociaux, le digital participent à la stigmatisation des uns et des autres, la seule chose qu'on peut faire, c'est de les poser sur des fauteuils et dire « Hey, les gars, on s'assied, on est dans l'entreprise, c'est quoi le problème? Est-ce que tu comprends que lorsque tu dis ça, est-ce que tu comprends que c'est dur, la violence que ça représente pour la personne en face ?» Écoute, vaste sujet, un énorme merci d'avoir pris quand même le temps d'y répondre. J'aurais encore 15 questions, mais là maintenant on a largement dépassé. C'était un réel plaisir. J'espère qu'on remettra ça parce qu'il faudra faire le temps 2 là. Avec grand plaisir et merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Axel, l'interview. À bientôt.